Merci tout d'abord de l'invitation. Donc effectivement, je vais faire un exposé qui, j'ai peur, va détonner un peu par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Serge Jean ce matin, je veux dire, en nanosciences et nanotechnologie, l'apport des sciences humaines et sociales en général est crucial. Alors souvent, on parle de droit, de modèle économique, de sociologie des organisations. Il y a plein de sujets. Là, c'est un autre domaine, alors qui est plus humain que social, qui est abordé par des équipes variées en France. Il y a au moins le Centre de recherche de l'imaginaire, région grenobloise. Il y a aussi un livre qui est sorti, qui a ce titre-là, enfin j'ai rien à voir avec, de Marina Maestruti, de Paris 1, sur ce sujet-là. Alors je ne suis pas du tout chercheur en sciences humaines et sociales. Par contre, j'ai un certain vécu d'une dizaine d'années dans tout ce qui est organisation du domaine, mais aussi débat public. Et en fait, quels que soient les acteurs, c'est un sujet qui est assez omniprésent. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement riche les nanotechnologies par rapport à l'imaginaire. Donc, il y a un lien, comme j'ai essayé de vous le montrer pendant ce temps court là, entre les nanotechnologies et différents thèmes, différents récits. Alors, je vais vous parler de trois domaines que j'appelle la fabrication illimitée ou la fabrication exponentielle, les nanocréatures, qui ont pas mal de liens avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, par contre, et l'amélioration de l'humain. Voilà. Alors, c'est des thèmes qui parfois sont ancrés même dans des mythes. Enfin, c'est un peu la spécialité du co-auteur de ce papier, Stéphanie Chifflet. Mais ici, je me restreindrai au XXe siècle. Voilà. Et j'essaierai de vous montrer que les traces de ces discours, on les trouve chez les acteurs de tous bords, que ce soit les administrations, certains orateurs aujourd'hui d'ailleurs aussi, des chercheurs et des groupements, qu'ils soient pour ou contre. Voilà. Alors, j'ai surtout vécu ça dans l'impact que ça a sur la perception du risque. Enfin, je veux dire, en venant ici, je me suis dès le début interrogé sur le fait que ça peut avoir un rôle aussi chez le patient sur la perception des effets bénéfiques. C'est un sujet dont j'ai jamais entendu parler, mais quand quelque chose est puissant et peut changer des choses, autant ça fait peur, autant ça peut inspirer confiance chez un patient. Donc, je vais passer. Voilà. Premier sujet, c'est la fabrication illimitée. En fait, je parlais que de récits, là. Dans beaucoup de récits, on met en scène des dispositifs, finalement, où l'homme arrive avec des moyens artificiels, sans se fatiguer, à avoir des objets fabriqués pour lui. Alors, c'est assez ancien, mais si ça... Je pars ici de la date, je sais pas, de 1940-1960, l'après-guerre, l'essor de la cybernétique, de l'intelligence artificielle, donc on commence à réfléchir à des machines qui feraient tout ça pour nous. Et assez vite, on retrouve ça dans la littérature de science-fiction. Donc il y a un roman de Philippe Cady, enfin une nouvelle de Philippe Cady qui s'appelle Autofac, qui montre une usine finalement qui fabrique tout ce dont les humains ont besoin, y compris la nourriture. Alors c'est dans l'atmosphère de l'après-guerre. Ces machines avaient été construites justement pour continuer à alimenter l'homme en matières diverses alors qu'il n'y avait plus d'industrie. Donc l'ennui, c'est que dans ce cas-là, l'homme perd le contrôle de ces usines qui continuent à fabriquer des tas d'objets et que personne ne peut arrêter. Voilà. Il y a un autre roman qui s'appelle, une nouvelle s'appelle La Clélaxienne, pareil, des machines qui fabriquent des objets dont on perd le contrôle. Il y a aussi tout un thème de science-fiction. Alors Planète Interdite, c'est un exemple. Il y a certains Star Trek, ou dans un futur lointain, donc l'homme fabrique des machines qui permettent, molécule par molécule, d'assembler ce dont on a besoin. Donc dans Planète Interdite, bon, pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils sont nombreux, il y a une scène où le robot qui s'appelle Robbie fabrique quelques centaines de bouteilles de whisky, molécule par molécule, pour le cuisinier. Donc en fait, on parlait déjà d'assemblage moléculaire dans les années 50, même si on parlait pas de nano. C'est dans les années 80, alors en rouge là, c'est pas un livre de science-fiction, c'est un livre assez connu d'Eric Drexler. Donc c'est un scientifique, mais là c'est plutôt un ouvrage de prospective, donc où il décrit la possibilité de fabriquer des petites machines qu'il appelle des assembleurs, à peu près, c'est un peu ce que font les bactéries finalement, qui sont capables, molécule par molécule, d'assembler des objets, y compris même des moteurs de fusée par exemple, et de se reproduire, parce que pour faire ça, il faut être très nombreux. Donc c'est un roman qui a eu un livre qui a un certain retentissement, et ça a inspiré pas mal d'écrivains, qui d'ailleurs parfois le citent explicitement dans leurs romans. Il y a j'ai mis ici quelques-uns des plus connus, L'Âge de Diamant, qui décrit un futur lointain, où des machines finalement assemblent beaucoup de choses pour l'homme. Pareil pour la Reine des Anges, où les bâtiments entiers sont fabriqués par des petites machines. Et alors, complètement à droite, c'est aussi un récit de prospective qui met en scène des choses assez incroyables, donc des machines fabriquées par l'homme
comme dans les Star Trek des années 50, où tout serait fabriqué, y compris même des plats de nourriture chauds, assemblés avec l'assiette, fabriqués molécule par molécule. Voilà. Donc il y a eu la naissance de tout un imaginaire, finalement, où l'homme, avec ses techniques, pourrait un jour fabriquer tout ce qu'il lui faudrait. Voilà. Et le message important, c'est qu'on n'a pas attendu les nanosciences pour ça. Les nanosciences ont été un tremplin pour ça, mais c'est des idées qui préexistaient des années 50, et sans doute avant. Hein, on trouve ça dans des mythes. Voilà. Donc, c'est un imaginaire qui est repris par les acteurs, pas exactement sous la même forme, mais si vous regardez tout ce qui est un peu officiel, très souvent, il y a deux thèmes qui reviennent partout. C'est que c'est une technique qui permet de manipuler la matière. Le mot manipuler, tout ce tour de main revient très souvent, que ce soit j'ai pris des plaquettes du CNRS, du CEA, dans les appels d'offres, hein, on appelle toujours les nanosciences quelque chose qui permet de manipuler la matière atome par atome, un jeu de Lego, sous-entendu donc quelque chose qui permet un petit peu de se faire l'égal de Dieu, donc de construire les choses une par une. Voilà. Et deuxième concept, très courant, c'est la notion de révolution, alors qui a un peu perdu de sa puissance après l'opposition aux nanosciences, hein, mais dans les années 2000, c'était vraiment présenté comme une révolution, à la fois par les réalisations que ça permettrait, hein, par exemple ça c'est un communiqué de presse de la Maison Blanche qui date de 2000, au moment du lancement de ces vastes programmes, donc on parlait de ces sciences qui allaient tout changer, les vaccins, les ordinateurs, même les pneus, enfin tout ce qu'on voulait. Voilà. Et en parallèle, on mettait en avant les énormes chiffres d'affaires de cette future industrie, les emplois créés. Voilà. Avec d'énormes divergences, parce que comme c'est une échelle de longueur et pas une industrie, on mesure surtout le périmètre. Voilà. Donc c'est deuxième. Là, je vous ai parlé de la nanofabrication, donc le fait d'acquérir de la puissance grâce à ces techniques. Un deuxième thème qui est beaucoup plus proche et sans doute très, très lié à la nanomédecine, c'est ce que j'appelle les nanocréatures. Donc, ce concept, vraiment, c'est des petites machines artificielles fabriquées par l'homme, donc, qui permettent de faire des choses. Donc, soit d'assembler des objets, soit de soigner un malade, soit de contrôler le cerveau, tout ce que vous voulez. Et il y en a deux versions. Alors, il y a la version que j'appelle cyber, qui plutôt, finalement, qui date, pareil, hein, de la naissance de l'informatique dans les années 40, où, à travers la science-fiction, on met en jeu des petites machines, soit fabriquées directement, soit qui ont évolué. En fait, il y a souvent l'histoire de civilisations disparues. Ces machines se sont transformées elles-mêmes. Enfin, ça devient une forme de vie artificielle. Alors généralement, elles sont pas très sympathiques. Donc, il y en a dès les années 60, hein, bien avant qu'on parle de vraiment beaucoup de nanosciences. Ça commence. Je sais pas, le premier que j'ai trouvé, c'est dans les années 60. Hein, l'Invincible, où c'est à ce moment-là, c'est des machines sur une planète, c'est des machines construites par une civilisation qui ont tout détruit. Hein, il reste plus qu'elles. Voilà, et elles s'attaquent aux cosmonautes pourtant surarmés qui viennent sur cette planète. Voilà, et elles gagnent en plus. Donc, vous trouvez au milieu donc le livre que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment en plein dans cette mouvance, hein, où il dit que rien dans la science n'empêche de fabriquer de telles machines. Voilà. Et là, il y a énormément de livres sur ce sujet. J'ai pas tout mis. Le plus connu, c'est sans doute La Proie de Michael Crichton, donc qui décrit des essaims de robots fabriqués par l'homme, alors pareil, qui s'échappent. Mais ce qui est important, peut-être, c'est le virage dans fin des années 90. Avant, c'était ce qu'on appelait de la science-fiction, donc souvent des choses dans un monde pas très réaliste, hautement technologique. Qui sont considérés par certains comme un genre mineur. Et après, on a changé de genre. Avec La Proie, c'est devenu aussi ce qu'on appelle un thriller, c'est-à-dire surtout quelque chose qui a un lectorat beaucoup plus important, qu'on a vraiment parlé de ça et des craintes associées, donc à partir de La Proie, mais aussi un livre de Robert Lundlund sur ce genre de sujet. Alors, de façon intéressante, donc, je voulais peut-être, la petite bande jaune, c'est pas un hasard, ça vous étonnera pas, la science-fiction, elle suit la science de l'époque. Donc là, ça s'alimentait surtout avec la cybernétique, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de termes dans ces romans liés à la cybernétique. Et puis après, avec l'essor des nanosciences, on en a parlé dans les années 60 et vraiment après les années 2000, c'est devenu plus une version nano. Voilà. Et il y a l'équivalent bio de ça. C'est-à-dire que il y a une séparation un peu, pour l'instant, entre des objets artificiels, mécaniques, et puis des êtres vivants. Donc de la même façon, dans les années 1900, on a commencé à comprendre ce que c'est la liaison peptidique, le repliement des protéines, et aussi avec les théories de Haldane et d'Oparine, ce qui était la création de la vie, et assez vite,
Vous avez parlé la nouvelle qui s'appelle Suicide, de M. Campbell, qui décrit des protéines intelligentes qui discutent entre elles, qui sont capables de coloniser l'homme, hein, donc de prendre contrôle de son corps. Et le titre de la nouvelle, c'est la seule solution qui reste justement à la personne affectée. Voilà. Bon, il y a eu d'autres romans, et avec l'essor des biotechnologies dans les années 70, il y a eu des versions plus bio, à la fois plus gore de ce sujet, où donc des cellules, des bactéries, ou le reste de l'expérience de biotechnologie, finalement, s'emparait carrément, pour les deux derniers, là, ou menacer la planète. Voilà. Donc c'est un peu l'équivalent biologique de la partie informatique de tout à l'heure, et ces deux genres coexistent. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde tous ces romans, je vous ai présenté de façon un petit peu décousue, ce qui est vraiment très frappant, les thèmes sont assez communs. On a parfois l'impression que c'est des histoires très proches, et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les discours après, dans le monde réel. Bon, l'origine, d'abord, ça a été extraterrestre, et puis c'est devenu, avec l'essor des sciences, finalement, c'est devenu crédible, hein, il n'y a pas besoin d'extraterrestres avec des milliers d'années d'avance. C'est devenu quelque chose dans la littérature présenté donc comme banal, c'est devenu une technologie qui existe dans ces romans, ou alors issue d'un complot ou d'une industrie, alors donc souvent malveillante, qui veut faire du profit et qui perd le contrôle. Voilà. Très souvent, ces méchantes créatures, même presque tout le temps, donc elles ont des caractéristiques proches de l'essaim d'insectes. Hein. On les décrit avec des bras, ça grouille, ça fait peur, et c'est à la fois sombre et métallique, c'est en même temps un petit côté artificiel. Elles ont toutes des capacités de destruction, donc parfois planétaires, mais en même temps, dans les mêmes romans, elles sont capables donc de détruire des individus, enfin, physiquement de les dissoudre, mais en même temps elles contrôlent les corps, presque toujours. Il y a ce fantasme du contrôle du corps, donc dans presque tous ces romans, les créatures dans le cerveau sont capables d'effacer la mémoire, de prendre le contrôle ou de téléguider les personnes. Et c'est presque dans tous ces romans. Et alors on retrouve ça dans les peurs et dans les discours des acteurs, en fait. Bon, tout d'abord, les représentations, y compris certains slides que j'ai vus aujourd'hui d'ailleurs, on retrouve cette représentation donc sous forme d'essaims, d'insectes, de tas d'objets qui se ressemblent côte à côte, qui envahissent le corps. Alors ici, on présente souvent aussi là, en nanomédecine les nanorobots comme des petites machines métalliques, même si c'est une aberration physique, avec des petits bras capables de manger des virus ou de détruire des parties malades, comme des essaims d'insectes. Ça ressemble énormément à ce qu'il y a dans les romans de science-fiction, donc ou des choses très nombreuses qui grouillent. La peur, vous avez peut-être entendu passer, vous avez vu des années 2000, il y a réellement une peur de catastrophe écologique qui est en dehors des romans. Donc l'idée que ces machines on pourrait les fabriquer très bientôt. Hein. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de gens qui disaient la question, c'est pas de savoir si on pourra les fabriquer, c'est quand, avec des horizons prévus de 20 ans, 30 ans. Et en même temps, donc la peur que ces machines, comme elles étaient censées se dupliquer elles-mêmes, détruisent la planète. Donc c'est un peu l'équivalent mécanique d'une infection dans le domaine médical. Simplement, quand une machine peut manger n'importe quoi, il n'y a rien qui arrête l'infection, elle peut bouffer la croûte terrestre. Voilà. Donc ça s'appelait la gelée grise, si vous voulez. Et même le prince Charles, à une époque, là, s'en était ému. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Ce qui fait d'ailleurs que le Royaume-Uni a été, ça peut être l'avantage d'une royauté, hein, le Royaume-Uni a été un peu en avance sur le débat nano à ce moment-là, parce que le prince Charles, dès le début des années 2000, s'était ému du sujet. Et bon, très clairement, tous les acteurs mettent en avant les puissants effets de ces techniques sur le corps. Donc, je pense tout ce qui est dans ces romans, on l'a tous un peu derrière la tête, donc ces petites machines à la fois intelligentes et puissantes. Donc ça exacerbe les questionnements sur la toxicité. Il est clair qu'il y a des effets toxiques, hein, je ne veux pas dire que c'est imaginaire, mais la toxicité, disons l'effet objectif qu'on voit dans le laboratoire, plus les représentations qu'on a de machines capables de tout détruire, tout ça fait une synergie extrêmement intéressante sur la façon dont on appréhende ces risques. Bon, beaucoup de gens dans les débats publics pensent qu'une molécule pénètre beaucoup moins qu'une nanoparticule et est beaucoup moins toxique. Très souvent aussi, alors ça c'est assez incroyable, c'était dans tous les romans, mais ça se fait dans le débat public, beaucoup de gens sont persuadés que toutes ces nanoparticules, ces nanomachines vont prendre le contrôle des esprits. Bon, je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de ce qui s'est passé pour le vaccin H1N1. Hein. Il y a encore beaucoup de traces sur Internet. Si vous tapez sur un moteur de recherche H1N1 et chip, par exemple, vous verrez tout un ensemble de sites web
qui racontait que dans le vaccin H1N1, il y avait des nanoparticules, bon, possible, hein, des adjuvants, mais que c'était des puces qui étaient là pour contrôler la population et que cette grippe n'a pas existé, que c'est un complot pour que les États puissent pucer tout le monde. Donc vous voyez là un exemple hein, sur fond noir, mais c'est pas du tout un truc, je me suis pas fatigué pour le trouver, je me suis fatigué pour le choisir hein, plutôt. Donc il y a eu déjà assez de questions sur cette vaccination, mais il y a eu celle-là aussi. Alors, autre sujet alors, qui n'est pas tout à fait de la science-fiction, dans ces débats-là, vous avez aussi souvent des recours aux mythes. Alors, comme on parle de grosses bêtises scientifiques, les mythes qui sont les plus à la mode, il y en a 3. Hein. Prométhée, hein, on fait quelque chose d'interdit, on se fait punir. La boîte de Pandore, hein, c'est le cas idéal pour représenter quelque chose d'irréversible. Hein. On ouvre une boîte, on ne peut plus la refermer. Et Éden aussi, le paradis perdu. Voilà. Donc dès les années 2000, par exemple, je cite Bill Joy qui avait écrit un papier qui met en garde contre la nanotechnologie. Vous voyez là, je le cite, hein, la nouvelle boîte de Pandore de la génétique, des nanos et de la robotique est presque ouverte. Nous semblons à peine l'avoir remarqué, etc. C'est aussi une littérature très utilisée par les personnes qui sont plutôt contre ces techniques. Donc PMO, par exemple, donc à Grenoble, hein, fait souvent usage de ces images. Donc, vous voyez, il compare Drexler à Prométhée, hein, qui a volé le feu de la technologie moléculaire. Donc, c'est un discours qui revient souvent. Et je dirais, plus on est bio, plus il est prégnant. Alors, c'est à la limite des nanos, mais lorsque les résultats là, sur le génome synthétique de Greg Venter, là, quand il a fabriqué un morceau de génome synthétique est sorti, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que parfois, dans les deux bords opposants, on prend les mêmes images. Donc vous avez ici là, une fresque de la Sixtine, hein, c'est la création de Michel-Ange. Donc vous avez la version groupe ETC, donc qui est un groupe plutôt d'opposants, vous voyez, où Adam bricole avec de l'ADN. Et Dieu, alors, il a sa main qui n'est pas la même que dans la peinture originale. Dieu le met en garde et attention, on fait pas ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez, un peu plus tard, The Economist, qui a utilisé la même image, avec une symbolique assez différente. Là, c'est un ordinateur qui est le cache-sexe. Et donc, Adam, on voit pas Dieu hein, sur cette image-là, mais donc, Adam est en train de bricoler des cellules. Alors, dernier thème que je vais esquisser à peine, bien entendu, alors là, il y a un imaginaire qui est, je pense, aussi vieux que l'homme, hein, sur les soins qu'on peut apporter à l'homme, comment l'améliorer. Donc, je fais un zoom qui est un peu nano et sur la partie imaginaire. Donc, il y a un peu un film culte hein, pour les médecins qui est Le Voyage fantastique. Je pense que tout le monde le connaît. Donc, où une équipe se fait miniaturiser. Et finalement, donc avec un laser, va détruire une méchante tumeur. Mais justement, ils ont déjà des problèmes d'opsonisation à un moment. Enfin, on retrouve le même discours que ce que j'ai entendu aujourd'hui. Sauf qu'il y avait Raquel Welch dans le film, c'était plus intéressant. C'est un film qui est resté un peu un symbole hein, dans ce domaine-là. Et ensuite, beaucoup de littérature est sortie sur l'amélioration de l'être humain avec des technologies. Alors, c'est plutôt de la cybernétique. Mais inévitablement, quand on fait l'interface avec le corps, que ce soit explicite ou implicite, vous avez des nanotechnologies. Ça se retrouve énormément dans le monde anglo-saxon, hein, bien entendu. Vous avez des tas de héros, où donc plus ou moins explicitement, vous avez quelqu'un qui a à la fois des pouvoirs, mais en même temps en souffre, si vous voulez, avec ces technologies. C'est aussi à cette époque-là, alors je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas dans le registre tout à fait du roman ou du film. Vous avez donc beaucoup de littérature et d'images qui sont sorties sur la nanomédecine, donc avec des représentations de tas de robots qui donc, on en a vu là tout à l'heure, hein, de petits robots qui soignaient les corps, hein, donc en détruisant des cellules malades ou des virus. Vous aviez aussi des modèles de ce qu'on appelle des respirocytes, hein, ce sont des globules rouges artificiels qui permettent donc de capturer l'oxygène dans les poumons et de le relarguer, donc des dispositifs microscopiques qui pouvaient donc suppléer certaines fonctions vitales. Et au début des années 2000, alors là c'est dans le domaine scientifique, la NSF, donc une des agences qui finance la recherche aux États-Unis, qui est assez connue, hein, qui a pignon sur rue, qui a sorti un rapport de prospective qui s'appelait donc les technologies donc pour améliorer les performances humaines.
il y a toute une série de réflexions prospectives sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en Europe. Il y a même des congrès organisés en réaction à ça sur les questions d'éthique qui étaient associées à ces pratiques. Alors, je suis coincé. Je vais peut-être trop jouer. Je crois que c'est le dernier Non, j'ai presque fini. Je vais vous donner un exemple. Oui, j'ai plus qu'un exemple et la conclusion pour vous montrer comment l'imaginaire peut jouer un rôle. Bon, certains d'entre vous doivent connaître, ça c'est un communiqué de presse, il y a aussi une publication de l'université Monash, où ils ont mis au point un petit moteur de 250 micromètres piézoélectrique, donc qui pouvait éventuellement servir à intervenir dans le corps. Et d'ailleurs, vous voyez en bleu, là j'ai agrandi, là. Donc ils ont appelé ce moteur le Proteus, c'est le même nom que le sous-marin dans le Voyage fantastique. D'ailleurs c'est marqué, et donc c'est un moteur qui permettrait d'aller d'après ce qu'il disait dans le communiqué de presse, dans les structures du cerveau, d'aller dans le sang, etc., partout où il faudrait. Donc il y avait un discours qui se rapprochait un petit peu, je veux dire, de ce fameux robot artificiel qui permet de faire des choses, des emprunts à la science-fiction. Mais ce qui est amusant, décidément, c'est ah non, j'ai compris, je me trompe de flèche. Ok. Si je regarde le communiqué de presse qui a été repris de l'AFP, et ça avait été repris dans d'autres sites mais qui ont disparu depuis. Le nanorobot fait plus 250 micromètres, il fait 250 nanomètres maintenant, donc c'est devenu un nanorobot, le même, donc ils ont divisé la taille par 1000. Et là je pense que c'est pas lisible en bas, je vais vous le lire, je lis la fin, c'est placé au bon endroit dans le cerveau, il est imaginable qu'un micro-robot de cette taille permette de lire les pensées et même de manipuler la personne à distance. Et ça se termine par « je ne pense pas que c'est possible, mais je pense que c'est possible, mais ça ne m'intéresse pas », déclare le scientifique. Voilà. Donc, vous voyez, on est passé d'une réalisation, je dirais, standard, à un nanorobot capable de lire les pensées. Donc, ce n'est pas une critique d'ailleurs envers les médias, mais c'est juste, c'est classique, c'est une démonstration comme quoi, en général, l'imaginaire se greffe à des faits réels pour transformer quelque chose, quelque chose à la limite d'encore plus intéressant. Voilà. Donc, en conclusion, je crois que le message important, on parle souvent de l'imaginaire des nanos, mais c'est des thèmes qui existaient avant les nanosciences, nanotechnologies, mais ça a été formidable, les nanos, comme éponge, finalement, pour concentrer des tas de thèmes et de sujets imaginaires. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui se prête à la récupération de ces thèmes par les acteurs, y compris les scientifiques, y compris je l'ai fait moi-même, dans les appels à projets, sciemment, il n'y a pas de raison, aussi par les médias. Donc ces thèmes sont volontiers repris. Et je dirais, de mon point de vue, il y a des questions qui sont réelles sur les risques, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, des questions d'éthique. Il est très difficile d'en parler en faisant abstraction complètement de ces images, en oubliant tout ce qui s'est déjà dit. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui exacerbe beaucoup la perception du risque. On a moins peur d'un pesticide que d'une nanoparticule. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que à cause de ces nanocréatures, décidément, oui, ça va. La thématique du contrôle des individus, je veux dire, c'est quelque chose qui était prégnant dans tous les débats. Donc ça peut, je ne sais pas si, quand un médecin est face à un patient, c'est quelque chose qui revient, mais on le voit très souvent dans les discours, dans les sites web, le fait que ces particules puissent prendre le contrôle de la personne. Voilà. Bon. Puis c'est une question, moi j'ai aucune expérience dans le domaine, je me demande, autant ça fait peur, autant quand il s'agit de se faire soigner d'une maladie grave, est-ce que ça peut pas rassurer, puisque c'est censé être si puissant. Voilà. Alors il y a des contre-exemples, parce que le H1N1 là qui m'est cher, vous voyez là un petit encart issu d'un site web toujours, attention, le H1N1 contient des nanoparticules, vous voyez, puis le bébé n'a pas envie qu'on le vaccine, c'est une image qui est quand même ambiguë. Voilà. Bon, je voulais finir en disant que c'est pas un phénomène unique, là je vous ai parlé des nanos, mais évidemment dans le champ de la médecine, je pense qu'on a sûrement eu de nombreuses thèses sur le sujet, sur l'électricité aussi, qui était liée à la force vitale il y a un siècle. Je vous aurais parlé il y a un siècle de romans comme Frankenstein, où l'électricité donne la vie à une créature. Le nucléaire a été longtemps très proche de l'alchimie à cause de la transmutation. Et le spatial, bien sûr. Voilà. Bon, je vous remercie.